Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui concerne tout le monde, mais qui est souvent mal compris, l'argent et en particulier comment les pays contrôlent cet argent. On a tendance à l'oublier, mais pour que l'argent soit utile, il faut deux choses. Il faut déjà qu'il ait une certaine valeur, mais il faut aussi qu'il puisse circuler. Et vous allez voir que sur ces deux aspects, la valeur de la monnaie et la circulation de la monnaie, les pays dans le monde ont des politiques totalement différentes. En France, vous le savez, quand vous avez des euros dans votre compte, vous avez le droit de les envoyer à l'étranger ou de les échanger contre des dollars, du yen ou ce que vous voulez. Et sans limite, c'est tout à fait libre. Et ça, c'est parce que la France et l'Union européenne appliquent ce qu'on appelle une politique de libre circulation des capitaux. C'est-à-dire que les gens en Europe peuvent faire entrer et sortir leur argent librement et sans limite, et les convertir dans d'autres devises s'ils veulent, sauf pour les problèmes de blanchiment d'argent ou des choses comme ça, évidemment. C'est pareil aux États-Unis et dans d'autres pays comme le Japon, mais il faut savoir que la plupart des autres pays dans le monde n'ont pas du tout cette politique. La très grande majorité des pays dans le monde appliquent encore aujourd'hui ce qu'on appelle le contrôle des capitaux, c'est-à-dire que l'argent peut entrer facilement dans le pays, par contre, pour sortir, il y a des règles et des limites. Et le contrôle des capitaux, c'est un sujet dont on ne parle quasiment jamais en France, pour la simple et bonne raison qu'en Europe, on n'est pas vraiment concerné par ça. À tel point qu'on oublie souvent que le simple fait de pouvoir envoyer son argent librement dans d'autres pays, c'est un privilège aujourd'hui, et un privilège qui ne concerne qu'une petite partie de la population mondiale. Vous allez voir dans cette vidéo que la plupart des pays n'ont pas du tout les mêmes règles que la France sur la circulation de l'argent, et par conséquent, ce que ça implique pour la valeur de leur monnaie, parce que ce sont deux sujets qui sont extrêmement liés. On va regarder le cas de trois pays qui ont une politique totalement différente sur ce point et qui représentent les trois différentes approches qu'on retrouve le plus souvent dans le monde: la France, le Maroc et l'Algérie. Ces trois pays ont choisi trois façons totalement différentes de gérer la circulation de l'argent et la valeur de la monnaie. Et c'est un sujet qui est très important parce qu'en France, y compris autour de moi, il y a de plus en plus de personnes d'origine algérienne, marocaine ou même française qui veulent aller vivre et créer une activité au Maroc ou en Algérie, mais qui ne comprennent pas tellement les politiques monétaires de ces pays. Pourtant, il faut connaître ces sujets parce que ça vous permet, entre autres, de mieux choisir les types de business models à faire dans ces pays et d'augmenter vos chances de réussir. Et on va en parler un peu plus loin. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, juste un petit message sur un autre sujet, parce que vous avez été très nombreux à me contacter suite à ma dernière vidéo sur le Bitcoin. Je suis vraiment impressionné par le nombre de personnes qui veulent investir dans le Bitcoin. Je m'attendais pas du tout à ça. Et beaucoup d'entre vous m'ont demandé s'il fallait investir ou pas dans Bitcoin et comment on fait. Alors, je peux malheureusement pas répondre à tous les messages que je reçois, mais de toute façon, je ne suis évidemment pas là pour faire du conseil en investissement. Ce n'est pas à moi, ni à personne d'autre d'ailleurs, de vous dire si vous devez investir ou pas dans Bitcoin. C'est à chacun de faire ses recherches, de se faire sa propre opinion et de choisir librement d'investir ou pas. J'ai naturellement mon avis sur la question. Je m'intéresse à la technologie du Bitcoin depuis déjà plusieurs années, mais je ne peux pas donner de conseils en investissement comme ça. C'est quand même une responsabilité. Par contre, pour ceux qui sont déjà décidés à y investir, là je peux vous aider, parce qu'il faut pas le faire n'importe comment. Il y a des choses à savoir avant, sur la façon dont on achète et surtout la façon dont on protège ses bitcoins. Il y a des erreurs qu'il ne faut surtout pas faire. Et j'ai malheureusement constaté que beaucoup de gens font encore ces erreurs. Alors, si ça peut aider certains d'entre vous qui veulent se lancer dans le Bitcoin, je propose une formation où je vous explique en détail comment il faut l'acheter, comment on garde les bitcoins en sécurité, comment on les dépense, puisque aujourd'hui on peut dépenser ses bitcoins comme on dépense des euros ou des dollars, ça pose aucun souci, et toutes les choses importantes à savoir parce qu'il y a quand même pas mal de pièges à éviter. Je vous mets le lien dans la description, c'est sur une nouvelle plateforme de formation qui s'appelle leapstart.com. Si vous voulez investir dans Bitcoin, il faut vraiment bien comprendre comment ça marche, c'est très important. Et je pense que cette formation est vraiment utile pour ceux qui commencent à y investir mais qui ne sont pas à l'aise avec cette technologie-là. Voilà, donc c'était le message que je voulais passer suite à ma dernière vidéo et on va maintenant rentrer dans le vif du sujet qui a d'ailleurs un lien avec Bitcoin, on le verra dans d'autres vidéos et on va essayer de comprendre à travers ces trois exemples pourquoi les pays dans le monde sont si différents sur leur manière de gérer l'argent et la valeur de leur monnaie. En termes de contrôle des capitaux, on peut classer la plupart des pays dans le monde en trois grandes catégories. Ceux qui ont une politique totalement libre sur la circulation de l'argent, c'est-à-dire que vous pouvez faire entrer et sortir l'argent du pays sans aucune limite, donc c'est le cas de la France, de l'Union européenne, des États-Unis ou du Japon par exemple.
Ensuite, vous avez ceux qui autorisent facilement les sorties d'argent, mais avec des limites. Dans ce groupe, on a notamment des pays comme la Chine, l'Inde, l'Afrique du Sud ou le Maroc. Par exemple, un Chinois, il a le droit de convertir et de sortir du pays l'équivalent de 50 000 € par an. Et pas plus, hein. Même s'il est multimillionnaire. Ça ne change rien. Il n'a pas le droit de faire sortir plus de 50 000 € par an du pays, sauf autorisation spéciale. Et enfin, vous avez tous les pays qui autorisent très difficilement les sorties d'argent et avec des limites très basses. Et on a dans ce groupe par exemple l'Argentine, l'Iran, le Venezuela ou l'Algérie. Alors aujourd'hui, la très grande majorité des pays dans le monde sont ici. C'est-à-dire qu'ils laissent facilement sortir l'argent du pays, mais ils contrôlent les limites. Les pays qui sont ici sont quand même assez rares maintenant. Ce sont en général des pays qui ont soit une situation un peu particulière, soit qui ont un système économique particulier. Et on va le voir justement avec le cas de l'Algérie. Mais attention, il ne faut surtout pas confondre les politiques monétaires de ces pays et un jugement de valeur qu'on a sur ces pays. Je commence à avoir un peu l'habitude avec les commentaires agressifs à chaque fois qu'on parle du Maroc ou de l'Algérie. Je ne sais pas pourquoi, beaucoup de gens aiment bien mettre de l'émotionnel et des jugements de valeur sur tel ou tel pays. Ah, t'as vu ce pays, il est méchant, celui-là, il est gentil. En économie, ça n'a aucun sens. Les Argentins ou les Algériens ne sont pas plus bêtes ni plus méchants que les Marocains ou les Chinois. Et eux-mêmes ne sont pas plus méchants que les Français ou les Américains. Tous ces pays appliquent des politiques différentes parce qu'ils ont des systèmes économiques différents, tout simplement. Après, on peut critiquer pourquoi tel pays a choisi tel système économique, mais ce sont des questions complexes qui sont liées à l'histoire de ces pays. Et malheureusement, on ne peut pas changer le système économique d'un pays comme ça en un claquement de doigts. Regardez le cas de l'Argentine, c'est très intéressant. Le nouveau président argentin, Javier Milei, est quasiment l'un des présidents les plus capitalistes et les plus libéraux du monde. Et pourtant, l'Argentine continue encore aujourd'hui d'avoir une politique de contrôle des capitaux parmi les plus strictes au monde. Actuellement, pour les Argentins, c'est quasiment impossible de faire sortir leur argent du pays. C'est quasiment du communisme sur ce point-là. Et cette politique ne correspond pas du tout à la philosophie libérale du président argentin. C'est pas ce qu'il veut faire. Mais pour l'instant, il n'a pas le choix. L'Argentine est en train de sortir d'une période de crise et Javier Milei a déclaré récemment qu'il espérait lever le contrôle des capitaux l'année prochaine probablement, mais c'est pas sûr. Et vous allez comprendre un peu plus loin ce que ça impliquerait pour beaucoup de pays de lever le contrôle des capitaux. Alors concrètement, qu'est-ce que ça change ces différentes politiques pour les particuliers et les entreprises dans ces pays? Eh bien, on va regarder nos 3 pays exemples. Pour un Français qui veut convertir son argent et le faire sortir de France, pour un voyage par exemple, bon, pas de souci, il n'y a aucune restriction, aucune limite. Votre limite, c'est ce que vous avez dans votre compte en banque. Pour un Marocain, il peut sortir l'équivalent de 9 000 € par an. C'est ce qu'on appelle au Maroc la dotation touristique. Il y a quelques années, c'était la moitié, c'était environ 4 500 €, mais le gouvernement marocain est clairement dans une stratégie de libéralisation progressive. Il va étape par étape en fonction de la situation économique du pays. Et probablement que dans les prochaines années, ça va s'assouplir de plus en plus. Pour un Algérien, il peut convertir et sortir actuellement l'équivalent de 100 € par an. Donc évidemment, c'est pas grand-chose quand on veut voyager à l'étranger. C'est un système qui est très restrictif, mais là aussi, le gouvernement algérien essaie quand même d'aller vers plus de libéralisation. Il a annoncé récemment que ça va bientôt passer à 750 €. Mais au moment où je fais cette vidéo, c'est pas encore entré en vigueur. Mais même 750 €, c'est pas énorme. Alors comment font les Algériens qui ont besoin d'avoir des devises étrangères, des euros ou des dollars? Soit ils ont de la famille ou des comptes à l'étranger, soit ils utilisent le marché noir. En Algérie, le marché noir des devises est très actif, justement à cause de ces restrictions. Pour beaucoup d'Algériens, le marché noir, c'est la seule façon d'avoir des dollars ou des euros. Alors ça, c'est pour les particuliers, mais la politique des contrôles des capitaux, ça impacte aussi les entreprises, évidemment. Il y a une règle importante qui est exactement la même au Maroc et en Algérie, mais très différente de la France. C'est l'obligation pour les entreprises de rapatrier leurs bénéfices dans le pays. En France, quand vous avez une entreprise et que vous avez un compte bancaire aux États-Unis, parce que vous avez des clients là-bas, si vous avez envie de garder vos bénéfices sur le compte bancaire américain, vous avez le droit. Il faut juste les déclarer aux impôts. Au Maroc et en Algérie, vous devez rapatrier les bénéfices, c'est-à-dire ramener l'argent dans votre compte bancaire local, dans le pays. Et c'est exactement la même règle pour les 2 pays. Ensuite, si vous avez besoin de faire ressortir l'argent, là, il y a une différence fondamentale entre le système marocain et le système algérien.
Pour une entreprise algérienne, quand elle veut sortir l'argent du pays, que ce soit pour importer des biens ou bien pour investir à l'étranger, elle doit demander une autorisation. C'est obligatoire. Par exemple, si vous créez une entreprise pour importer des voitures ou des ordinateurs, vous devez d'abord déposer un dossier et demander un agrément. Et c'est quelque chose qui est plus ou moins difficile à obtenir. Il faut connaître le système administratif, les critères d'acceptation, etc. Au Maroc, par contre, les entreprises peuvent faire sortir l'argent totalement librement, sans autorisation, que ce soit pour importer des biens ou pour investir à l'étranger. Typiquement, si vous avez une entreprise au Maroc et vous avez besoin d'importer des machines, vous donnez simplement la facture à votre banque marocaine, la banque va vous convertir vos dirhams en dollars et vous pouvez faire sortir l'argent sans aucun problème. Il n'y a pas d'autorisation à demander ou d'agrément, c'est automatique. Sauf si vous importez des produits dangereux, des médicaments ou des choses comme ça, évidemment. Alors peut-être vous allez me dire, mais c'est bizarre, pourquoi le Maroc limite la sortie de devises pour les Marocains, les particuliers, alors que pour les entreprises c'est totalement libre? C'est très simple, c'est une question d'intérêt économique pour le pays. Une entreprise marocaine qui sort l'argent du pays, en général c'est pour se développer, créer de l'emploi, investir et rapporter au final encore plus de richesses pour le Maroc. Mais un Marocain qui sort l'argent du pays pour aller faire du jet ski à Dubaï ou du shopping à Paris, bon, c'est bien pour lui, mais en termes de richesse et d'emplois créés pour le Maroc, c'est quand même un peu limité. Donc évidemment, dans un pays où les devises sont quelque chose de stratégique, la priorité est donnée aux entreprises pour pouvoir développer le pays. C'est du bon sens économique. Le Maroc, tout comme l'Algérie, doit protéger et développer son économie. Et pour ça, il doit aussi faire attention à une autre chose importante, la valeur de sa monnaie. Et c'est ce qu'on va regarder maintenant. Vous le savez déjà, pour un pays, la valeur de sa monnaie, c'est une donnée économique très importante. Et je pense que vous connaissez déjà les conséquences quand une monnaie monte trop ou quand elle baisse trop, et particulièrement face au dollar. Typiquement, en France, si la valeur de l'euro baisse trop par rapport au dollar, tout ce qu'on va importer en dehors de l'Europe va coûter plus cher, puisque le commerce international se fait en dollars. Donc le pétrole, l'électroménager, les ordinateurs, etc. Toutes ces choses vont coûter plus cher, ça crée de l'inflation et les Français sont pas contents. Mais à l'inverse, si l'euro monte trop, ça crée un autre problème, parce que là, ce sont les produits européens qui deviennent trop chers pour les étrangers. Et donc là, c'est la France qui n'arrivera plus à vendre son vin et ses voitures, les entreprises européennes auront plus de mal à exporter, et donc là, ce sont les patrons qui sont pas contents. Et oui, il y a toujours quelqu'un qui est pas content dans l'histoire. Donc vous le voyez bien, idéalement, la valeur de la monnaie, ça doit être un équilibre. Elle doit pas trop baisser face au dollar, mais elle doit pas trop monter non plus. Et donc, comment est fixé cet équilibre? Eh bien, l'Europe, comme les États-Unis ou le Japon, ont choisi de laisser l'équilibre se faire tout seul sur les marchés. C'est-à-dire que la valeur de l'euro est fixée simplement par les gens qui achètent ou qui vendent des euros sur les marchés. Prenons un exemple. Auchan veut importer des ordinateurs made in China. Mais Auchan, en France, ils encaissent vos euros. Ils vont donc vendre ces euros pour acheter des dollars pour pouvoir payer ces ordinateurs aux Chinois. Et à l'inverse, des touristes américains qui viennent visiter Paris, ils vont vendre leurs dollars pour acheter des euros et les dépenser à Paris. Et donc, en fonction des gens qui achètent et qui vendent, la valeur de l'euro monte ou descend par rapport au dollar, et totalement librement sur le marché. L'euro est ce qu'on appelle une monnaie flottante. Et la Banque Centrale Européenne n'intervient quasiment jamais pour acheter ou vendre elle-même des euros ou des dollars. Elle surveille la valeur de l'euro, mais elle le laisse monter et descendre librement, sauf vraiment en cas de problème grave. Sur ce point-là, l'Europe et les États-Unis ont une philosophie très libérale. Mais encore une fois, ce n'est pas du tout le cas de la plupart des autres pays du monde. L'écrasante majorité des pays dans le monde, actuellement, contrôlent la valeur de leur monnaie, et de façon plus ou moins stricte. Par exemple, l'Arabie Saoudite et les Émirats ont choisi d'avoir une monnaie qui est totalement fixe par rapport au dollar. Aux Émirats, un dirham émirati, ça vaut 0,27 $, et ça ne bouge pas. Donc le dirham émirati suit la valeur du dollar. Quand l'euro baisse face au dollar, forcément, il baisse aussi automatiquement face au dirham émirati. Et vos vacances à Dubaï coûtent plus cher. Le Maroc, lui, a choisi un autre système. La valeur du dirham marocain ne dépend pas d'une seule monnaie comme aux Émirats, mais de deux monnaies, le dollar et l'euro.
Et plus précisément, elle dépend à 60% de l'euro et à 40% du dollar. C'est ce qu'on appelle au Maroc un panier de devises. Donc c'est un calcul qui est fait chaque jour par Banque Al-Maghrib, la banque centrale du Maroc. Mais en gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour ceux qui ont l'habitude d'aller au Maroc, quand vous voyez que le dirham est monté, en fait, c'est pas vraiment le dirham qui est monté, c'est surtout l'euro qui a baissé face au dollar. Et la valeur du dirham, c'est simplement la conséquence de ça. Quand l'euro monte face au dollar, il monte automatiquement face au dirham. Et à l'inverse, quand l'euro baisse face au dollar, il baisse aussi face au dirham. Par exemple, au moment où je fais cette vidéo, l'euro vient de monter récemment par rapport au dollar. Et bien voilà, il monte aussi automatiquement face au dirham. Et actuellement, vos vacances au Maroc, ça coûte moins cher. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. En fait, le Maroc a choisi un système de gestion de la monnaie qui est très proche de celui d'autres pays, comme la Chine par exemple. La Chine, avec sa monnaie le yuan, fait exactement la même chose que le Maroc. Ils ont juste un panier de devises un peu différent, puisqu'ils prennent aussi en compte le yen du Japon dans leurs calculs, en plus du dollar et de l'euro. Mais c'est exactement le même principe. Donc ces pays fixent la valeur de leur monnaie. Mais évidemment, c'est pas suffisant. On peut pas imposer comme ça une valeur sur les marchés en disant simplement je veux que ce soit à tel taux. Parce que ce soit en Chine, aux Émirats ou au Maroc, il y a un marché des devises. Tous les jours, il y a des banques et des entreprises qui échangent de la monnaie, qui vendent et qui achètent librement. Et ça crée forcément des fluctuations de prix. Donc ce que font les banques centrales de ces pays pour justement stabiliser la monnaie autour du taux qu'elles ont choisi, c'est qu'elles interviennent tous les jours dans ces marchés pour acheter et vendre des dollars. Par exemple, imaginons aujourd'hui Banque Al-Maghrib a calculé que 1 dollar, ça doit valoir 10 dirhams. Donc comme chaque jour, elle publie son taux officiel, elle dit pour moi, aujourd'hui, 1 dollar, c'est 10 dirhams. Et puis ensuite, elle va regarder ce qui se passe réellement sur les marchés des devises au Maroc. C'est-à-dire regarder à quel taux les banques et les entreprises marocaines s'échangent réellement des dirhams. Si elle voit que sur le marché, il y a beaucoup d'entreprises qui veulent des dollars, donc le dollar monte et le dirham commence à trop descendre, eh bien elle va tout simplement vendre des dollars et acheter des dirhams sur le marché pour faire remonter le dirham. Et si au contraire le dirham monte trop, elle va vendre des dirhams et acheter des dollars pour faire remonter les dollars et faire baisser le dirham, pour que le taux réel du marché reste très proche du taux qu'elle s'est fixé, c'est-à-dire 1 dollar égale 10 dirhams. Et donc en fait, les banques centrales comme Banque Al-Maghrib ou bien la Banque centrale des Émirats ou de Chine, elles font ça tous les jours. Elles achètent et elles vendent des dollars pour stabiliser la valeur de leur monnaie autour du taux qu'elles ont fixé. Et bien évidemment, pour vendre des dollars, il faut déjà avoir des dollars. Pour vendre des dirhams, ça pose pas de problème pour Banque Al-Maghrib, puisque c'est sa propre monnaie, c'est elle qui la crée comme elle veut. Mais elle ne peut pas créer des dollars. C'est la banque centrale américaine qui crée les dollars. Donc pour vendre des dollars, il lui faut un stock de dollars. Et donc ça pose la question des réserves de dollars, des réserves de devises. Et c'est donc un point fondamental pour tous les pays qui gèrent la valeur de leur monnaie. Et on va regarder maintenant le cas de l'Algérie, parce que vous allez voir, c'est un cas très particulier sur sa façon de gérer la monnaie et les devises. Alors, comment l'Algérie gère sa monnaie et ses devises? Au niveau du principe de base, c'est assez similaire au Maroc ou à la Chine. C'est-à-dire que l'État algérien, à travers la Banque centrale d'Algérie, contrôle la valeur de sa monnaie, le dinar algérien. Chaque jour, la Banque d'Algérie fixe le taux du dinar algérien par rapport au dollar, selon ses propres critères et ses calculs, qu'on ne connaît pas vraiment d'ailleurs, puisque c'est pas une information publique. Donc je ne sais pas si elle se base sur l'euro ou le dollar, mais elle va dire par exemple, aujourd'hui, je fixe 1 dollar égale 130 dinars. Mais on l'a vu, pour le Maroc, la Chine ou les Émirats, il suffit pas de dire je fixe tel taux. Il faut ensuite maintenir ce taux sur le marché. Et c'est pour ça que ces pays vendent ou achètent tous les jours des devises sur les marchés, pour maintenir le taux qu'ils ont choisi. En Algérie, il y a quelque chose de très particulier. C'est que pour maintenir ce taux de change qu'elle a fixé, la Banque d'Algérie n'a pas du tout besoin d'intervenir comme ça sur les marchés. Tout simplement parce qu'il n'y a pas de marché pour le dinar algérien. Il y a un marché noir, évidemment, mais il n'y a pas de marché officiel avec les banques du pays. En fait, ce qui est très particulier, c'est que la Banque d'Algérie fixe non seulement le taux de change, mais elle fixe aussi la quantité de dollars disponibles. Donc, elle va dire à toutes les banques du pays, aujourd'hui, le taux, c'est 130 dinars, et j'ai, par exemple, 10 millions de dollars disponibles, au maximum. Qui en veut? Qui a besoin d'échanger des dinars? Et donc, c'est en quelque sorte la Banque d'Algérie qui fait tout le marché des devises.
Alors vous allez peut-être me dire, mais dans ce cas, pourquoi les banques algériennes ne s'échangent pas directement des devises entre elles? Pourquoi en Algérie, il n'y a pas, comme dans les autres pays, ce qu'on appelle le marché interbancaire des devises? Les banques n'ont pas le droit de le faire? Et pourtant si, elles ont parfaitement le droit. Mais le problème, c'est pas d'avoir le droit. Le vrai problème, c'est d'avoir des dollars à vendre. Les banques algériennes n'ont quasiment jamais de dollars à se vendre entre elles. Parce que tous les dollars qu'elles reçoivent de la Banque d'Algérie, c'est pour les envoyer à l'étranger. C'est pour payer les importations de leurs clients. Le blé, le maïs, les voitures, les ordinateurs, etc. Les banques algériennes ne font quasiment que sortir les devises du pays. Elles n'en font presque jamais entrer dans le pays. Et pourquoi? C'est très simple. Pour qu'une banque fasse entrer des devises dans le pays, il faut qu'elle ait aussi des clients exportateurs, c'est-à-dire des entreprises algériennes qui ont un compte chez cette banque et qui exportent des biens ou des services à l'étranger. Et le problème, c'est qu'en Algérie, environ 95% des exportations du pays, c'est-à-dire ce qui fait rentrer les dollars et les euros dans le pays, ce sont les hydrocarbures, le pétrole, le gaz et les produits dérivés. Tout ça est exporté par une seule société étatique, Sonatrach, et quand Sonatrach est payé en dollars, ces dollars sont encaissés directement par la Banque de l'État, la Banque d'Algérie. Et ensuite, c'est la Banque d'Algérie qui distribue ces dollars à toutes les banques commerciales du pays pour payer les importations. Les banques algériennes n'ont quasiment jamais de devises d'elles-mêmes parce qu'il n'y a pas grand-chose qui fait rentrer les devises en Algérie à part le pétrole et le gaz qui est géré par l'État. C'est l'État, à travers Sonatrach et la Banque d'Algérie, qui fait entrer les devises dans le pays et qui les distribue ensuite. Au Maroc, c'est complètement différent. Les banques marocaines ont énormément de devises disponibles parce qu'elles ont énormément de clients exportateurs. Les entreprises marocaines, les hôtels, les industriels de l'automobile, les industries agroalimentaires, etc. Ce sont ces gens qui exportent et qui font entrer les devises au Maroc et pas du tout l'État marocain. Pour prendre un exemple simple, quand vous avez un riad à Marrakech et vous avez une réservation d'un Allemand, sur Airbnb par exemple, le client il a payé en euros, donc Airbnb vous envoie des euros à la base, qui arrivent sur votre compte marocain, par exemple chez Attijari ou Wafa Bank, et la banque va vous convertir ces euros en dirhams, c'est-à-dire qu'elle va vous donner des dirhams et garder les euros en échange. Et c'est vrai pour le secteur du tourisme, mais c'est pareil pour l'industrie automobile, l'aéronautique et toutes les industries exportatrices au Maroc. Et donc les banques marocaines ont énormément de devises qu'elles peuvent se vendre entre elles selon les besoins. Et c'est ça qui crée le marché interbancaire des devises au Maroc. Banque Al-Maghrib, la banque centrale marocaine, ne fait que acheter et vendre dans ce marché pour stabiliser la monnaie. Mais c'est tout ce qu'elle fait. En Algérie, c'est la Banque d'Algérie qui fait tout le marché. Elle a le monopole et c'est elle qui distribue les dollars aux banques du pays. Et évidemment, ça change tout. C'est un système complètement différent et qui est très particulier. À vrai dire, dans le monde, il y a très peu de pays qui ont ce fonctionnement. Les plus connus, ce sont le Venezuela et l'Iran, deux pays qui ont les mêmes structures économiques que l'Algérie. C'est-à-dire que toutes leurs devises viennent du pétrole, c'est l'État qui encaisse les devises et qui les distribue ensuite à l'économie pour pouvoir payer les importations. Donc cette différence, il faut bien la comprendre parce que ça a des implications sur la façon dont ces pays gèrent leur argent. Si on ne comprend pas ça, on ne comprend pas pourquoi le gouvernement algérien ou marocain prend telle ou telle décision. Maintenant qu'on a vu un peu la politique monétaire de ces pays, évidemment, ça va forcément avoir un impact sur le business et l'entrepreneuriat dans ces pays. Vous le savez, il y a maintenant énormément de Marocains et d'Algériens en France qui voudraient bien vivre dans leur pays d'origine et y lancer une activité. Et malheureusement, il y a un business model qui revient très souvent dans les projets que je vois. Je sais pas pourquoi, c'est celui qui consiste à dire « Tiens, il y a un nouveau produit qui cartonne en Europe ou aux États-Unis, je vais aller créer un business au Maroc ou en Algérie pour l'importer et le vendre sur place, ça va cartonner aussi. » Peut-être que vous aussi, vous avez déjà entendu quelqu'un autour de vous sortir ce genre de projet. Alors déjà, en Algérie, je pense que vous l'avez compris maintenant, ce sera très difficile, ne serait-ce que d'avoir les autorisations pour importer. Au Maroc, ce sera plus facile, c'est vrai, mais même au Maroc, du point de vue économique pour le pays, c'est pas forcément le meilleur type de business à faire. Que ce soit au Maroc ou en Algérie, si vous avez envie de participer au développement économique de ces pays, et je sais que beaucoup d'Algériens et de Marocains aiment profondément leur pays, il faut créer des business qui fassent entrer des devises dans le pays au lieu d'en faire sortir.
Donc il faut mettre en valeur les produits ou les compétences marocaines et algériennes pour les vendre à l'étranger au lieu de mettre en valeur les produits étrangers pour venir les vendre aux Algériens ou aux Marocains. Encore une fois, c'est du bon sens économique. Que ce soit pour le Maroc ou l'Algérie, les réserves de devises sont très stratégiques pour ces deux pays. Maintenant, si vous avez un business model où vous avez besoin d'importer d'abord du matériel, de la marchandise, pour ensuite exporter avec plus de valeur, ben là, il est clair qu'il faut plutôt le faire au Maroc. Même si vous êtes algérien, il n'y a aucun problème au Maroc pour ça. Il y a d'ailleurs beaucoup d'Algériens qui sont installés au Maroc et qui font de très beaux business. Il suffit juste d'ignorer un peu la politique et les médias et vous verrez, ça se passe très bien. Je donne un exemple tout bête de business model possible. Les panneaux solaires aujourd'hui sont quasiment tous fabriqués en Chine. Et dans le prix d'un panneau, le coût du transport pour le faire venir depuis la Chine, c'est énorme. Ça prend de la place un panneau. Alors que les composants des panneaux, comme les cellules photovoltaïques, ça prend largement moins de place et c'est beaucoup moins cher à transporter. Ben, vous pouvez parfaitement importer les composants des panneaux, les assembler au Maroc et les vendre ensuite en Espagne ou dans les pays africains. Le Maroc a d'ailleurs de très bonnes relations avec les pays africains et il y a beaucoup de choses à faire de ce côté-là. Ce genre de business model est très encouragé par le gouvernement marocain. Vous pouvez avoir des subventions et en plus le Maroc a enlevé toutes les taxes douanières sur les composants des panneaux solaires. Donc vous pouvez importer toutes ces pièces qui entrent dans la fabrication des panneaux en payant 0 de taxes, ce qui est évidemment très intéressant en termes de rentabilité. Donc voilà, c'est juste un exemple de business model, mais vous en avez plein d'autres. Donc bien évidemment, pour ceux qui aiment le Maroc, qui veulent faire une activité sur place et qui veulent participer au développement économique du pays, il faut essayer autant que possible de monter des business exportateurs qui vont faire rentrer des devises au Maroc, ou alors au moins des business qui remplacent des importations. C'est-à-dire que vous fabriquez sur place quelque chose qui est actuellement importé. Comme ça permet au Maroc de baisser les importations du pays. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui et je rappelle donc pour ceux qui sont intéressés par Bitcoin et qui veulent investir, vous pouvez aller voir mes vidéos sur leapstart.com. Et justement, le Bitcoin a un lien très proche avec la question des devises et on en parlera dans une autre vidéo. Voilà, n'hésitez pas à mettre vos commentaires et je vous dis à très bientôt.